Juan Branco. Juan Branco qui fait une tournée en France, qui nous parlera un petit peu de son livre, qui est un énorme succès, Crépuscule. Bonsoir Juan. Et Maxime Nicole, qui finalement est libre. Il est libre Max. Il est sorti libre de son interrogatoire. Il n'a pas été mis en garde à vue. Et peut-être, Maxime, vous allez nous expliquer comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on vous a demandé, pourquoi vous avez été convoqué tout à l'heure par la police. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Étienne. Salut Bonsoir. Max. Merci de m'inviter ce soir. Aujourd'hui, j'ai été convoqué. Alors, j'ai reçu la convocation hier matin directement à mon domicile par les services de la gendarmerie de ma ville, me demandant de venir. Alors, le terme exact, je l'avais énoncé directement sur un Facebook Live hier, mais en fait, le terme exact, je l'ai gardé, comme ça, je vais pouvoir le donner, qui a changé d'ailleurs quand je suis arrivé. Provocation à la commission de violence suivie des faits. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Provocation. Ouais. N'est pas avocat qui veut. Donc arrivé sur place, un beau spectacle, armes semi-automatiques à l'entrée, portail électronique, faut vider les poches comme dans un aéroport. Ensuite on passe plusieurs sas de protection, on monte un étage, on arrive dans des bureaux, tout le monde nous regarde. Donc je pense que ça, c'est censé donner une atmosphère un peu tendue pour intimider un peu. Et arrivé dans le bureau, donc on m'a énoncé mes droits. Donc mon avocat a pris la parole pour demander ce qui m'était reproché. Et finalement, en fait, au moment de demander ce qui m'était reproché, on m'a notifié que c'était plus dans l'idée de passer en garde à vue, mais que c'était une audition libre au final. D'accord. Est-ce que c'est dû au fait qu'on ait annoncé ça sur les réseaux la veille et qu'il y ait eu des réactions par rapport à ça? Je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'au final, ça a été une audition libre. Donc moi, j'ai, en suivant les conseils de mon avocat, gardé le silence sur la quasi-totalité des questions qui auraient dû m'être posées. Par contre, j'ai fait une déclaration, puisque j'ai le droit de faire une déclaration en début d'audition. La déclaration était la suivante. Depuis le début de ce mouvement social, je n'ai jamais incité, demandé de casser quoi que ce soit des biens ou de s'en prendre à des personnes, ni de dégrader quoi que ce soit. Oui, parce que Juan Branco, les peines sont quand même assez conséquentes quand on a cette qualification. Surtout, en fait, là, ils utilisent le droit de la presse. C'est assez intéressant. C'est la loi de 1881, qui est celle que vous connaissez bien dans cette maison, j'imagine, parce que tous les procès en diffamation... Pauvre loi. sont Elle est très bien, cette loi. sur cette loi. Elle est très bien, mais bon, elle n'est pas tellement respectée. Et là, en fait, il voulait utiliser en particulier l'article 23, qui vous rend complice de la commission d'actes de violence ou de crimes ou de délits, pour peu que vous ayez provoqué, tenté, appelé à la commission de ces actes de façon à provoquer leur commission. Et donc là, en gros, ils essayaient de rendre Maxime co-auteur des actes de dégradation qui ont été commis, notamment pendant l'acte 18, de façon assez grossière, parce que quand on regarde les lives de Maxime, il a systématiquement condamné toute forme de violence, qu'elle vienne du gouvernement ou d'une partie des manifestants. Et on voit bien en fait qu'il n'y a rien dans le dossier, au point où la personne à qui l'on faisait face s'est montrée relativement déçue du fait que l'on ne réponde pas aux questions, parce qu'évidemment il comptait sur une tentative d'auto-incrimination. Il l'a dit textuellement, moi je suis déçu, je pensais que vous répondriez aux questions. Et évidemment, si on l'a fait, si Maxime s'est présenté, c'est pour montrer qu'il respecte les institutions, et que justement, je pense, le sens de son engagement au sein de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est d'invoquer le respect des institutions, mais des valeurs fondamentales de notre pays qui, selon les Gilets jaunes, ne sont pas respectées par nos gouvernants aujourd'hui. Et évidemment, ça trouble, à mon avis, les fonctionnaires qui ont à gérer ce genre d'affaires, parce que je pense qu'ils sont fondamentalement d'accord avec les idées portées par ce mouvement, et ils voient bien qu'ils sont complètement instrumentalisés par le gouvernement pour essayer de déstabiliser le mouvement. Et c'est là où on est dans une phase quand même très particulière de notre histoire, dans laquelle un pouvoir politique décide de ne pas répondre à des demandes d'une masse sociale qui est majoritaire dans la population, qui a des demandes extrêmement basiques de justice fiscale, économique, institutionnelle, de réforme institutionnelle vraiment basique. C'est pas un référendum d'initiative citoyenne, c'est pas non plus passer à d'une démocratie à une dictature ou l'inverse. C'est un approfondissement démocratique majeur, mais je veux dire en termes d'efforts à faire pour un pouvoir, au contraire, ça semble assez naturel en fait. C'est des demandes qui sont assez naturelles, assez consensuelles, c'est ça que je veux dire. Et on se retrouve dans une situation où le gouvernement, plutôt que d'entamer
une discussion, une négociation avec cette force sociale qui a émergé, décide d'envoyer les forces de l'ordre pour réprimer le mouvement. Alors du coup, évidemment, ça produit de la violence. Et évidemment, ça produit de la violence de tous les côtés. Parce que les forces de l'ordre font tampon au lieu pour éviter au gouvernement d'être confronté directement à ces populations et éventuellement de se voir démettre s'il continuait à ne pas répondre. D'autant qu'on peut dire que sur cet acte 18, moi j'y étais, on en a parlé souvent tous les deux, tout le monde était au courant, hein, il y avait eu des remontées de feu les renseignements généraux, DGSI, etc. Et donc tout le monde savait qu'il y aurait 1500 Black Blocs qui allaient débouler, tout était ouvert aux quatre vents, et ensuite ils ont fermé en aval et en amont, et les gens ont été laissés bien tranquilles à tout casser. Donc après, tous les gilets jaunes qui étaient là, effectivement, et moi j'ai fait des lives en disant c'est pas possible, tout le monde a essayé d'expliquer un petit peu les choses, et c'est un peu trop facile comme ça de basculer et d'incriminer la totalité du mouvement, alors que c'est pas du tout le cas. Et que vous inspire, pour rester dans le sujet et l'élargir un petit peu, la censure par le Conseil constitutionnel de l'article 3 de la loi anti-casseurs? Est-ce que vous y attendiez? Est-ce qu'elle est suffisante, ou est-ce que c'est déjà un premier pas? Dès le moment qu'Emmanuel Macron avait saisi le Conseil constitutionnel, il ouvrait la porte à cette censure, c'est-à-dire qu'il envoyait un signal à l'institution en l'autorisant cette censure. Parce que on rappelle que c'est lui-même qui s'est engagé. A saisi avec les députés et sénateurs. Donc vous voyez, en fait, il y a un jeu politicien qui est pas très intéressant, qui vise d'un côté à essayer de satisfaire l'aile droite de l'électorat macronien, en disant regardez à quel point on est dur, etc., tout en tentant de faire une sorte d'en même temps un peu dysfonctionnel sur l'électorat le plus progressiste, en disant mais regardez, je reste quand même attentif aux libertés malgré tout, et donc créer en fait, avec un dispositif excessif comme celui qui a été censuré aujourd'hui, créer une sorte d'équilibre derrière qui finirait par satisfaire tout le monde. On voit bien que cette forme de politicienne qui est mise en place par le gouvernement est celle qui est massivement rejetée aujourd'hui par les Gilets jaunes, en fait, et qu'on ne supporte plus ces jeux sur lesquels on s'appuie, on instrumentalise des institutions qui sont censées avoir une certaine valeur, comme le Conseil constitutionnel. On sait très bien qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel n'a pas la valeur qu'il prétend avoir, hein, du fait des modes de nomination de ses membres. On l'a vu récemment avec Alain Juppé. Mais donc, tous ces jeux, en fait, qui visent à faire de la politique à travers des saisines, à travers l'instrumentalisation du droit, en fait, c'est exactement comme ce qui s'est passé avec l'arrestation de Maxime Nicole, en fait. Enfin, l'arrestation, pardon, l'audition libre, parce qu'il n'a pas été arrêté finalement. Mais c'était une tentative d'utiliser le droit pour faire de la politique et du coup mettre les fonctionnaires, les représentants de l'État dans une position extrêmement difficile dans laquelle ils sont pris en otage d'un gouvernement qui flotte en fait et qui se rend pas du tout compte de la profondeur de la crise de légitimité à laquelle il est confronté. Étienne, ça vous inspire quoi alors, cette censure de l'article 3 par le Conseil constitutionnel sur la loi anti-casseurs, et déjà qu'est-ce que vous en pensez de cette loi? Moi, le Conseil constitutionnel, il est très profondément illégitime dans sa composition. Et donc, je sais bien ce qu'on lui doit. Hein. Il n'a pas fait que des mauvaises choses depuis 58, mais c'est pas normal que les gardiens de la Constitution soient des professionnels de la politique, recyclés dans un conseil, même en changeant son nom et en l'appelant Conseil constitutionnel. Ça devrait être peut-être l'Assemblée constituante qui reste mobilisée et qui devient Conseil constitutionnel et qui devient le surveillant du texte qu'elle a élaboré. Et l'Assemblée constituante, pour moi, elle doit être populaire. Je n'accepte pas l'idée que la Constitution, le contrat social, soit écrit par les représentants. Et je prétends que avant que existe la Constitution, il y a des humains qui cherchent à être représentés, qui n'ont pas encore de représentants, et qui se réunissent entre eux pour écrire une Constitution d'où vont sortir des représentants. Et donc les représentants ne peuvent pas être partis à l'écriture de la Constitution, ils en sont le résultat. Et ils doivent lui obéir à la Constitution. Les représentants devraient craindre la Constitution. Ça devrait être aux représentés d'écrire la Constitution, d'écrire les règles de la représentation. La Constitution, ce sont les règles de la représentation. Ce sont les règles qui disent comment nous sommes représentés et comment nous gardons la main sur nos représentants. Et ce texte-là ne devrait pas être écrit par les représentants, devrait être écrit par les représentés. Donc, du même coup, comme ce texte, comme toutes les constitutions du monde, a été écrit par les représentants, comme partout sur Terre, le peuple français est à l'écart. Voilà, quand je me cherche là-dedans, je me trouve pas. Je ne suis nulle part. Je n'ai aucun moyen de résister à Macron quand il détruit la sécurité sociale, quand il détruit le droit du travail, quand il vend les biens publics à ses copains, quand il renvoie l'ascenseur, comme on voit magnifiquement dans ce bouquin comment a fonctionné l'ascenseur.
si je n'ai aucun moyen de résister à ça, c'est parce que les représentés étaient absents du processus constituant. Donc le Conseil constitutionnel, moi c'est beaucoup plus généralement que je le conteste, quoi, hein. Je conteste son existence même parce que sa composition me paraît contraire à l'intérêt général, quoi, hein. Ils sont incapables de défendre l'intérêt général. Ces gens-là défendent leur caste, leur père, les gens qui leur ressemblent. Et ils détruisent énormément de choses. Ouais. Ils détruisent nos institutions, ceux pour lesquels en ce moment on dit que le mouvement des Gilets jaunes est anticonstitutionnel, veut détruire, on est des factieux, des séditieux. Moi quand je vois le nombre de personnes qui se suicident par an, tout métier confondu, parce qu'ils sont au bout du rouleau, pour moi ça c'est de la violence psychologique. On détruit la vie des gens. Sociale, c'est une violence sociale énorme quand on vient en mettre fin à sa vie parce qu'on ne peut pas remplir un frigo ou on ne peut pas nourrir ses gosses. C'est à vivre, c'est ignoble. Et je voudrais revenir sur un truc tout à l'heure. Le gouvernement avait la possibilité de discuter au tout début, au mois de décembre, avec 8 personnes. On était complètement illégitime. On n'avait pas été choisis. On avait pris la décision avec les personnes qui ont permis à ce mouvement, on va dire, d'émerger. On avait dit, puisqu'on voyait des tentatives de récupération politique commencer à arriver, un samedi soir, on s'est dit, il faut qu'on mette des représentants temporaires, de façon à ce que les politiques puissent pas récupérer ce mouvement et puissent pas l'accaparer. Donc on a décidé de mettre 8 personnes, sans l'accord de la globalité du mouvement, mais avec la seule condition de ne pas décider, de ne pas négocier. Donc on a eu contact avec Matignon, on devait aller sur place, et les seules conditions, c'était de ne pas négocier quoi que ce soit, et d'être retransmis en direct. Chose qui a été refusée par Matignon. Donc j'ai pareil les échanges de messages avec Anne-Claire. C'était très important parce que, en fait, on ne voulait pas qu'on puisse nous reprocher d'avoir dit quelque chose dans un bureau fermé sans avoir la possibilité d'apporter une preuve ou de se dédouaner en disant non, nous on n'a pas négocié, c'était pas le but. Le but, ça aurait été d'aller dans un bureau en disant voilà, les gens veulent vivre dignement, veulent que les avantages des élus, leur retraite et leur rente soient fortement diminués. Remise à niveau, fortement diminuée, et que un référendum d'initiative citoyenne, toute matière, sans limitation, soit mis en place de façon à ce que la population soit impliquée de façon réelle dans les lois, dans sa vie de tous les jours en fait. Et la diffusion en direct a été refusée par donc le cabinet du Premier ministre. Anne-Claire m'avait envoyé un message à l'époque, et donc j'ai refusé, et on a tous refusé d'y aller parce que c'était pas. Déjà, nous n'étions pas légitimes, donc on aurait été dans l'incapacité de dire aux gens ce qui s'était passé dans le bureau, et tout le monde aurait pu se faire sa propre opinion en disant bon, on les croit pas. Donc on a décidé de refuser. Et par la suite, il n'y a pas eu de proposition ou de rectification en disant bon, écoutez, si vous voulez vraiment un débat public, on peut essayer de s'arranger pour faire un débat public. Non, je pense que ce qu'ils ont eu peur, c'est de se heurter à des gens qui allaient être, on va dire, non maîtrisables dans ce qu'ils allaient dire. Donc les réponses auraient été brutes de pommes, ils n'auraient pas pu préparer tout l'argumentaire derrière pour essayer de démonter que c'était pas possible ou que c'était peut-être un peu trop ce qu'on visait, etc. Alors que finalement non, c'est non seulement pas trop, non seulement légitime, et je pense que quelque part, quand on est capable de faire des cadeaux fiscaux, quand on est capable de donner des milliards à des actionnaires, quand on est capable de laisser 120 milliards en évasion fiscale partir dans la nature, et qu'on dit qu'on fait un cadeau aux gens de 10 à 15 milliards, tenez, prenez gentil Dieu, soyez heureux. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et puis il y a plein de choses qui me choquent depuis le début de ce mouvement. Première chose, la violence, elle est institutionnelle à la base. Elle vient des institutions. C'est elle qui, tous les jours dans la vie des gens, est violente. Elle est violente par la pression psychologique. Moi, je considère qu'une grand-mère qui a la boule au ventre quand elle ouvre sa boîte aux lettres, c'est violent. C'est quelque chose qui, tous les jours, c'est un stress permanent. Ça, c'est, par exemple, les élus l'ont pas. Parce que j'ai pas l'impression qu'un élu sache ce que c'est de galérer à finir son mois en remplissant son frigo. Je pense qu'aussi, comme j'ai entendu tout à l'heure, leurs enfants ont la possibilité de faire des bonnes écoles, d'être dans des systèmes d'éducation qui leur permettent de se cultiver facilement. C'est pas forcément le cas pour des personnes qui sont dans des zones d'éducation prioritaire ou dans des bâtiments HLM, et qui, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'avoir le même accès à tout ça. Et au final, on se dit quoi ? On arrive à 21 actes bientôt. Et en 21 actes, on est passé par toutes les cases possibles et inimaginables pour essayer
de faire retourner l'opinion publique en disant mais vous voyez, mais c'est des factieux, c'est des séditieux, c'est des antisémites, c'est des casseurs, c'est des malades. Ils s'habillent tous en noir, ils veulent tout brûler, tout casser, ils sont complètement antidémocratiques et ils veulent détruire les institutions. Or, c'est complètement faux. Et il suffit simplement d'aller dans une manifestation pour le voir.